Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à notre conférence sur l'industrie du recyclage électronique. Donc, dans un monde où les préoccupations environnementales dominent de plus en plus les discussions sociétales, l'industrie du recyclage est souvent présentée comme une solution clé pour un avenir durable. Mais cependant, derrière les promesses d'une économie circulaire et d'une réduction des déchets, se cachent des enjeux complexes et des défis parfois troublants. Notre conférence aujourd'hui propose une réflexion critique sur ces réalités moins visibles en explorant comment les ambitions écologiques peuvent parfois voiler des pratiques et des impacts controversés. Dans notre conférence, on va aborder sommairement la gestion des matières résiduelles dans les secteurs du recyclage, les recherches qui ont été faites à l'IRSST depuis plusieurs années, et on va aborder la vulnérabilité en SST et puis dresser quelques constats et quelques perspectives pour la recherche et pour l'intervention en SST. Allons-y d'abord avec quelques chiffres pour contextualiser l'ampleur que peut prendre les matières résiduelles dans nos vies. Selon le bilan de 2021 de Recycle Québec, malgré une volonté gouvernementale de diminuer la génération de déchets domestiques et donc de diminuer à la source notre consommation, il y a eu de 2018 à 2021 une augmentation de 5% de matière éliminée par habitant. Il y a 62% de ces déchets-là qui se dirigent tout de même vers les usines de recyclage. Également, dans la même période 2018-2021, où notre génération de déchets a augmenté, il y a une augmentation du traitement des matières compostables puisque le tonnage par habitant a augmenté de 82%. Il y a un type de déchet qui n'est pas inclus dans les estimations de Recycle Québec et c'est le recyclage des résidus électroniques. Au Québec, l'usage des appareils électroniques augmente sans cesse depuis 15 ans. À titre d'exemple, chez les 18-35 ans, le taux d'adoption d'un téléphone intelligent est passé de 27 à 95% de 2010 à 2020. Sur cette base, ça signifie environ 2 millions de smartphones en circulation au Québec au moment où on se parle aujourd'hui. Considérant que le cycle de remplacement des smartphones est de 2 ans et demi environ, ça représente, après 10 ans, 7,8 millions d'appareils, ce qui pourrait remplir l'équivalent d'une piscine olympique. Évidemment, ce n'est pas un problème qu'au Québec. Un rapport de Statistique Canada et du CRTC a révélé qu'au Canada, plus d'un ménage sur 5 possède au moins 3 appareils mobiles, en plus des multiples téléviseurs et ordinateurs. Au Canada, notre génération de déchets électroniques est de 20 kg par personne annuellement, ce qui nous place en 19e position parmi les pays les plus générateurs de ce type de déchets. On pourrait penser que les appareils électroniques sont un déchet propre. Ils sont en tout cas moins rebuttants que les ordures domestiques, mais en fait, ces appareils contiennent d'importantes quantités de substances toxiques. Par exemple, dans un simple téléphone cellulaire, comme le fameux Nokia, on retrouve jusqu'à 40 éléments différents. Ces métaux-là se retrouvent principalement dans les cartes de circuits imprimés, dans les fils et dans les écrans. Ajoutons également des ignifuges et diverses substances plastifiantes dans les boîtiers, les gaines de fil ou les cartes de circuits imprimés. Tout ça représente un potentiel de multi-exposition pour les travailleurs et les travailleuses qui manipulent et démantèlent ces appareils de plus en plus abondants. Oui, c'est ça. L'IRSST cumule maintenant plus de 30 ans de connaissances dans plusieurs secteurs de la gestion des matières résiduelles. On l'a vu ce matin beaucoup. Donc, il y a eu des recherches dans le compostage mécanisé, la biométhanisation, la collecte, l'enfouissement, le tri des matières recyclables, également dans le recyclage électronique. Il y a plusieurs risques pour la santé qui ont été identifiés dans ces différents secteurs de la gestion des matières résiduelles qui ont fait l'objet de recherches à l'IRSST. On en a vu quelques-uns ce matin qui ont été présentés par mes collègues, mais on peut vraiment classifier ces risques en général en 6 grandes catégories. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont plutôt associés à la matière qui est traitée et il y en a d'autres qui sont plutôt inhérents au procédé.
Donc, on va regarder ensemble différents risques liés à la sécurité, des risques physiques, des contraintes biomécaniques, des risques biologiques, des risques chimiques et finalement des risques psychosociaux. Donc, dans toutes ces industries, les risques qui sautent le plus aux yeux, généralement, c'est ceux qui vont être liés à la sécurité. Tout d'abord, il y a de la machinerie dans tous les secteurs, dont des véhicules en mouvement, des convoyeurs, des broyeurs, des compacteurs, des tracteurs. Tous ces appareils constituent des risques à la sécurité qui peuvent occasionner des collisions, des écrasements, des coupures et j'en passe. Les travailleurs peuvent aussi entrer en contact avec des objets tranchants ou piquants. Par exemple, dans le recyclage électronique, les travailleurs cassent des appareils souvent avec vigueur, ce qui peut créer des parties tranchantes qui peuvent avoir raison de leurs gants anti-coupure, qui sont souvent très usés, et qui génèrent aussi des projections de débris de plastique ou de verre là, dangereuses pour les travailleurs avoisinants. Lors de la collecte des ordures ou encore du tri des matières recyclables, les travailleurs rencontrent aussi bon nombre d'objets coupants ou piquants qui peuvent les blesser et les exposer en plus à des substances chimiques ou des substances biologiques. Dans beaucoup des espaces d'entreposage de ces entreprises, on a aussi constaté des empilements précaires de palettes de matériel qui risquaient de s'effondrer, d'exposer les travailleurs à des chutes d'objets, des effondrements, ce qui représente un risque non négligeable d'accident, principalement par écrasement. Il y a certains centres de tri qui vont être plus mécanisés que d'autres et qui vont utiliser des convoyeurs de fosse ou des convoyeurs de reprise. Et dû à la coactivité piéton-équipement mobile, mais ces fosses représentent un risque de chute pour les travailleurs qui peuvent être ensuite entraînés vers d'autres machineries de séparation ou de broyage, par exemple. Bon, bien que la probabilité de ce genre d'accident soit faible, la gravité est évidemment très élevée. Il existe différents moyens de mitigation des risques liés à la présence de fosses dans les centres de tri qui font intervenir des protecteurs comme des barrières, des dispositifs d'arrêt d'urgence, une bonne signalisation, des pratiques de travail qui réduisent la probabilité de risque. Mais parlons-en des dispositifs d'arrêt d'urgence, parce que beaucoup des entreprises de recyclage sont surchargées, ce qui se reflète dans un encombrement des espaces de travail. Puis je vous invite à regarder attentivement l'encombrement aux abords de ce convoyeur de reprise et à tenter de localiser l'arrêt d'urgence. J'entends beaucoup de personnes rigoler, je ne vois personne pointer. Il est ici, l'arrêt d'urgence. Donc, il ne s'agit pas seulement qu'il y ait un arrêt d'urgence, mais encore faut-il qu'il soit accessible. Cet encombrement cet encombrement des espaces de travail a été observé aussi dans le recyclage électronique, où des appareils et des caisses jonchent le sol, augmentant le risque de trébuchement et de chute d'un même niveau. Et finalement, il y a également certaines matières impropres ou propres au recyclage électronique, par exemple, mais comme des batteries ou des produits sous pression qui peuvent être des sources de démarrage d'incendie ou d'explosion. En ce qui a trait au risque physique, le risque physique principal, c'est le bruit qui est inhérent à la présence de machines comme des convoyeurs, des broyeurs, des compacteurs ou encore des outils pneumatiques comme ceux qui sont utilisés pour démonter les appareils électroniques. Le bruit peut aussi être inhérent à la matière traitée, comme le verre qui est très bruyant lorsqu'il s'entrechoque. Sans surprise, une exposition prolongée au bruit peut entraîner la surdité, mais ça peut être également associé à d'autres maladies d'ordre cardiovasculaire, comme l'hypertension artérielle ou l'angine. Le bruit peut occasionner aussi une perte de la concentration et une fatigue, lesquelles peuvent entraîner des erreurs plus facilement. En termes de risques biomécaniques, les travailleurs sont exposés à des risques de troubles musculo-squelettiques liés à la manutention, à des efforts excessifs ou à des mouvements répétitifs. Donc, par exemple, sur cette photo, on a un travailleur qui perfore des disques durs pendant plusieurs heures de manière répétitive. Toujours dans le recyclage électronique, il y a d'autres travailleurs qui ont pour tâche de déplacer des appareils, dont des très grosses, très lourdes télévisions, des trucs en bois avant ma naissance, ou juste au niveau de ma naissance. Et dans la collecte des ordures, il y a les éboueurs aussi qui doivent soulever des charges parfois encombrantes, asymétriques ou très lourdes. En plus, dans ces industries, la plupart des travailleurs sont debout toute la journée et pas nécessairement dans des conditions qui minimisent l'impact. Donc, on voit ici un tapis anti-fatigue qu'on a pris en photo dans une entreprise de recyclage électronique.
manifestement, ce tapis-là a connu des meilleurs jours. Et ça peut provoquer la prise de positions qui sont non ergonomiques et puis qui peut favoriser l'accumulation de fatigue. Dans ces conditions de travail-là, bien, ça peut entraîner une accumulation de stress au niveau du dos, notamment, de la fatigue musculaire, ce qui peut occasionner des blessures et différents troubles musculo-squelettiques, tant par un risque de surcharge ou par un effort par cumul. Bon, les risques biologiques, on les a vus quand même un peu ce matin. Ça concerne principalement les secteurs où il va y avoir de la matière organique. Donc, on parle du compostage, de la biométhanisation, de la collecte des ordures ménagères, de l'enfouissement ou du tri des matières recyclables. Les principaux risques ont déjà été couverts par mes collègues et on a évoqué les poussières organiques, les endotoxines, des bactéries, des mycètes et des virus. Donc, les principaux effets à la santé associés à une exposition à des bioaérosols mixtes comme ceux-là, ça va être des affections pulmonaires. On parle donc d'irritation et d'inflammation, mais aussi de sensibilisation, d'asthme, des pneumonites, la maladie pulmonaire obstructive chronique et, dans de plus rares cas, là, éventuellement peut-être des pathologies. Donc là, ça, c'est mon département. Il y a de nombreux risques chimiques qui ont été documentés dans les différents secteurs de la gestion des matières résiduelles. Bon, d'abord, les usines de recyclage domestique et de recyclage commercial sont reconnues pour leur empoussièrement élevé. Donc, par exemple, dans une entreprise de recyclage du verre, on a mesuré des concentrations de poussière totale en poste personnel qui pouvaient aller jusqu'à 5 fois la valeur limite de 10 mg par mètre cube. Donc, on pense que c'est embrouillé, mais il y a un halo autour des lumières sur cette photo, mais c'est vraiment juste un symptôme là, de l'empoussièrement très élevé. Les effets à la santé liés à un si fort empoussièrement mais sont évidemment au niveau pulmonaire encore, avec des affections qui peuvent varier selon la composition des poussières. Donc, ça peut aller de l'asthme aux maladies pulmonaires obstructives chroniques et ça peut aussi aller à la silicose ou au cancer si les poussières sont chargées en silice cristalline ou encore en amiante. Ensuite, dans les centres de tri, il existe certains risques chimiques qui sont principalement reliés à la présence de matières impropres au recyclage. On évoquait aussi les odeurs. Mais également, cette photo a été prise dans une entreprise de recyclage domestique où les matières contaminantes et donc non recyclées sur place sont systématiquement déposées dans des boîtes. On voit des contenants de colle, on voit des contenants de solvants, de peinture, de vernis, de toutes sortes de produits dans des contenants plus ou moins hermétiques ou endommagés qui peuvent ainsi exposer les travailleurs à des composés organiques volatiles, par exemple, ou à d'autres substances toxiques. Il y a certains risques chimiques aussi qui sont beaucoup moins visibles que d'autres. C'est le cas des substances qui ont été documentées dans le recyclage électronique. En général, l'empoussièrement est nettement sous la valeur guide, mais le démantèlement des appareils électroniques génère des particules métalliques dans l'air. Donc, par exemple, dans des entreprises qui traitaient des écrans à rayons cathodiques, on a mesuré des concentrations de plomb en poste personnel qui frôlaient la valeur limite de 0,05 mg par mètre cube. Ce qui se reflétait aussi dans une plombémie qui était en général plus élevée que le niveau de base dans la population. Donc, les effets à la santé associés à une exposition chronique au plomb sont multiples, notamment sur le système digestif, rénal, nerveux, cardiovasculaire, immunitaire, sanguin, mais aussi des effets délétères sur la reproduction, des effets sur le développement fœtal et postnatal chez l'enfant, en plus d'être un cancérogène probable. Dans le recyclage électronique aussi, on retrouve une quantité impressionnante d'ignifuges, communément appelés retardateurs de flamme, qui se retrouvent surtout dans les boîtiers des appareils et dans les gaines des fils. Et certaines de ces substances ont été bannies pour leur toxicité, mais elles peuvent encore se retrouver dans les vieux appareils. Un problème important avec ces substances, c'est qu'on sait qu'elles ont une toxicité potentielle, principalement sur le système endocrinien, mais les données scientifiques jusqu'à maintenant n'ont pas permis d'établir des valeurs limites d'exposition, comme c'est le cas pour les métaux, par exemple. Dans notre étude, on avait détecté jusqu'à 39 ignifuges différents simultanément dans certains échantillons d'air en poste personnel et certains, comme les initiés vont reconnaître le décabromodiphényléther, donc certains qui ont été mesurés à des concentrations plus élevées que tout ce qui a été rapporté dans la littérature à ce jour. Pour cette dernière catégorie de risques, je vais passer la parole à Daniel, qui s'est penché sur les pratiques de la gestion de la SST dans le recyclage électronique et qui a mis en évidence certains risques psychosociaux. Bien, ces risques incluent, dans ce qui a été observé dans notre étude, des facteurs liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion de la SST, aux conditions de travail, le harcèlement, et sous la forme de ce qu'on a observé, sous la forme d'insultes raciales,
la charge de travail, la cadence, l'injustice organisationnelle, on va y revenir. Ces conditions de travail peuvent entraîner évidemment du stress, une perte d'estime de soi, de la démotivation, une perte du sens du travail, une perte de la fatigue, de la frustration et des phénomènes connus comme l'absentéisme, le présentéisme et une baisse de productivité. Toutefois, il faut bien le préciser, ces risques sont largement sous-étudiés si on se fie aux écrits en SST dans ce secteur d'activité. Donc, on a observé des choses dans le projet, mais il y a encore beaucoup à faire pour avoir un panorama plus complet de la situation et de son ampleur. C'est moins évident à représenter les risques psychosociaux, mais on peut l'épisode d'exaspération du travailleur ici. Donc, les risques psychosociaux, dans ce qui, ça nous amène sur d'autres facteurs associés, donc exacerbés par d'autres facteurs qui sont plus des déterminants sociaux. Ici, par exemple, on a les parcours migratoires. Dans notre échantillon, on avait des réfugiés politiques, traumas de guerre, crise de catastrophe environnementale, donc des gens qui ont vécu des parcours migratoires assez intenses, c'est le moins qu'on puisse dire. Des parcours d'insertion d'emploi difficiles aussi avec le déclassement professionnel, des diplômes non reconnus, l'expérience de racisme, de discrimination et des barrières linguistiques. Donc ça rentre dans notre radar et puis c'est assez préoccupant. Je trouve ça triste un peu, mais en même temps, ils n'ont comme pas le choix parce qu'ils ne seront pas engagés ailleurs, parce que soit ils ont un problème de langue. Tu sais, on en a engagé une. Non seulement elle parle juste espagnol, elle vient d'arriver de la Colombie, elle est enceinte, elle a 0 revenu, tu sais, quelque part. Un superviseur bien conscient là, des parcours difficiles de ses employés. Et puis, voilà. Donc, en matière de gestion de la SST, qu'en pensent les travailleuses et les travailleurs? Une partie de l'étude de l'IRSST, tout un volet portait sur l'enquête terrain, donc interrogé. Il y avait 6 ou 7 entreprises participantes dans le volet 1. 6. Des 6 entreprises participantes, 4 ont participé au volet 2 pour des raisons de protéger ou de vulnérabilité de leurs travailleurs. Certains embauchaient un nombre important de travailleurs ayant des surdités. Évidemment, c'était difficile pour nous d'aller parler avec ces gens-là. Mais voilà. Donc, quelques observations issues de ce volet-là. On voit qu'il y a de nombreux défis, particulièrement en matière de formation. Donc, malgré l'importance cruciale de préparer les travailleurs à identifier, à gérer les risques, on note plusieurs lacunes qui persistent dans les pratiques actuelles. Donc, une formation, vous voyez ici, les formations sont souvent informelles et dispensées par un collègue, pas beaucoup plus expérimenté que le novice. Des durées, des contenus limités, donc qui ne couvrent pas toutes les tâches ni tous les risques. La qualité insuffisante aussi. Les participants nous ont partagé, exprimé plutôt leur besoin de formation plus formelle, plus structurée. Manque de rigueur aussi sur la question des TMS, des chutes, des collisions, des empoisonnements et la déclaration d'accident. Certains nous ont parlé aussi de l'assimilation difficile du contenu. Un contenu qui est jugé trop condensé, qui représente un défi particulier pour les travailleurs qui ont des limitations cognitives. Et la surcharge relative aux formations. Donc, c'est une pression supplémentaire sur les formateurs, entre guillemets, qui s'ajoute aux attentes de production habituelles. Donc, c'est une tâche qui est peu attrayante pour les formateurs en entreprise. Il y a aussi des aspects relatifs à l'accès inégal aux formations.
Les travailleurs intérimaires, ou mieux connus au Québec sous le nom de travailleurs d'agence. Travailleurs d'agence, souvent absents des formations offertes durant les périodes de ralentissement économique. Les travailleurs réguliers, autrement dit, sont mieux formés que ceux des agences. Il y a aussi l'impact du roulement de personnel. Il y a une forte rotation, ça nous a été rapporté, et une forte rotation qui limite le temps consacré à la formation et au suivi, en particulier là, les travailleurs d'agence. Donc, ça a des impacts importants sur la stabilité des équipes et la construction d'une culture organisationnelle, une culture de SST, comme ça a été mentionné ce matin. Certains nous parlent de leur sentiment de toujours recommencer à zéro avec ces formations-là. Dans notre échantillon, on avait 4 entreprises, comme j'ai dit, 4 entreprises avec un profil très, très différent. Puis ça marque là, le mode de recrutement de leurs employés. Une entreprise qui s'inscrit dans un programme gouvernemental d'insertion en emploi de personnes ayant des problèmes de santé mentale, de maladies chroniques. Une entreprise qui fait qui recourt exclusivement aux agences de placement pour le recrutement du personnel. Une autre entreprise plus petite qui se fie au réseau social de ses employés pour les amis, la famille, pour le recrutement. Et une entreprise qui est presque, qui est en fait qu'on peut assimiler à un centre d'intégration des jeunes contrevenants et en difficulté d'apprentissage. Ici, on a 2 citations qui mettent en lumière des enjeux cruciaux liés au roulement de la main-d'œuvre et à ses impacts sur les dynamiques organisationnelles. Par exemple, un superviseur qui nous dit « Plus il y a de roulement de main-d'œuvre, moins on a de temps à consacrer à la formation. » Il y a une telle rotation de la main-d'œuvre que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui assure le suivi, en particulier avec les travailleurs d'agence. Je dirais que les personnes les mieux informées sont les travailleurs réguliers, mais pas ceux des agences. Moi, c'est 2 témoignages qui illustrent une problématique fréquente dans le milieu de travail, dans les milieux de travail à forte précarité ou dépendants des agences. Donc, manque de continuité dans les équipes de travail et l'accès inégal aux formations en SST. On continue sur nos observations. Donc, ici, c'est les enjeux de surveillance médicale et les mesures d'urgence. Surveillance médicale, c'est surtout lié à l'absence de surveillance, de suivi médicaux dans les entreprises, participantes du moins, sauf pour la surdité. Pour ce qui est des mesures d'urgence, c'est surtout limité aux évacuations en cas d'incendie. Les procédures pour les déversements sont mentionnées, mais sont très peu décrites quand elles le sont. C'est vraiment... Si on regarde maintenant le contexte de travail, on nous parle du nettoyage en cas de déversement. C'est beaucoup moins encadré là, que le démantèlement, puis on nous rapporte l'absence de pays pour certaines tâches, des tâches souvent confiées aux novices, aux travailleurs d'agence ou aux travailleurs en assignation temporaire. On nous parle aussi de préoccupations qui touchent le nettoyage des vêtements de travail. Évidemment, c'est jugé insuffisant compte tenu de la contamination de ces vêtements. Donc, dans ce qui nous a été rapporté, les vêtements de travail étaient changés 2 fois par semaine. Les travailleurs en réclamaient un changement quotidien. Les outils manuels maintenant, qui sont souvent en mauvais état, inadaptés aux appareils plus anciens. Et ça, c'est une source de stress pour les travailleurs qui doivent arrêter la production pour aller réclamer à leur superviseur un outil mieux adapté. Et on ne le voit pas, on n'a pas de photo là-dessus, mais il y a des convoyeurs et puis avec il y a une cadence, qui est un certain, comment on appelle ça, la machine qui fait là, comme les écrans sont numérotés, puis quand on arrête la production, bien ça... C'est étiqueté, dans une des entreprises, entre autres, mais chaque appareil à démanteler est étiqueté et les travailleurs scannent
les appareils qu'eux-mêmes démantèlent. Donc, ça fait un suivi de la cadence, de la production des travailleurs dans une des entreprises. Une des entreprises, pas toutes, là, mais oui. Au niveau de la perception des risques, les travailleurs ont une conception assez élargie des risques auxquels ils sont exposés dans leur milieu de travail. Donc, des expositions multiples, chimiques, biomécaniques, thermiques, les tâches variées. On nous rapporte des préoccupations liées au déplacement des concierges, une ventilation insuffisante. Les concierges se déplacent dans tous les départements, mais n'ont pas la protection nécessaire. Chaque département a ses risques spécifiques, là. Le verre concassé, les écrans cathodiques, etc. Les collisions accrues en raison de la densité des espaces restreints. Et ça a eu un impact, la fermeture de la Chine sur l'importation des résidus électroniques a eu un impact sur justement la densité de matière qui se concentrait dans les usines. Les matériaux inattendus, ça c'est les cargaisons surprises, entre guillemets, des matériaux qui sont contaminés ou des explosifs sans avoir la formation adaptée pour la préparation pour qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Par exemple, du matériel médical, du matériel balistique de l'armée canadienne, de la drogue et des armes dissimulées dans des téléviseurs. C'est toutes sortes de choses. Donc, les observations précédentes révèlent, comme vous le voyez, une multitude de défis en SST. On a énuméré de nombreux enjeux qui sont... pour aborder ces enjeux-là, la notion de travailleur vulnérable a fait son apparition. Cette notion-là n'est pas récente, c'est pas une thématique récente, elle est apparue dans les années 2000, 90, 2000. Nos homologues ontariens de l'Institute for Work and Health l'utilisent depuis un petit bout de temps. WorkSafe BC dans l'Ouest canadien également, Health and Safety Executive en Angleterre aussi. L'OIT, c'est une notion qui est quand même présente dans le panorama de la SST. Et l'IRSST a commencé à l'utiliser dans les années 2010 sous le vocable de travailleurs en situation de vulnérabilité. Pourquoi parler de vulnérabilité? Pourquoi pas juste parler des expositions et des risques associés? C'est parce que la vulnérabilité des travailleurs, c'est un cadre d'analyse en SST. On reconnaît donc par l'usage de ce vocable-là les conditions structurelles qui amplifient les risques. Une notion qui intègre les dimensions sociales, organisationnelles et économiques dans la manière de penser la SST. C'est une notion qui nous permet d'identifier des groupes qui nécessitent parfois une attention spéciale, des groupes dans des secteurs jusqu'à maintenant peu étudiés et qui ont besoin de soutien et de ressources mieux adaptées. Ici, par exemple, on voit les situations de travail précaire. On peut passer beaucoup de temps à définir le travail précaire. Ce n'est pas le but de la conférence aujourd'hui, mais on retrouve à peu près une vingtaine d'indicateurs, dont les petits salaires, le lien d'emploi fragile, les avantages sociaux, etc. Le travail intense et dangereux, le pouvoir d'agir aussi dans l'entreprise, le pouvoir d'agir, donc la possibilité limitée de prendre part à la prévention dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle aussi l'agentivité. La méconnaissance du droit du travail et du droit en SST, et la situation sociale des travailleurs, donc comme je l'ai mentionné plus tôt, les parcours migratoires difficiles, des statuts de résidence comme des personnes en attente de statut temporaire aussi. Situation minoritaire par la langue, par l'ethnicité, par ce qu'on appelle les minorités racisées. La taille de l'entreprise, parce que c'est aussi un élément important dans l'équation. Les petites entreprises ont des besoins spécifiques, ont des ressources limitées, et il faut aussi s'intéresser à ça. Le caractère genré aussi. Bon, il y a aussi le caractère genré de la précarité. Là. C'est une autre histoire, mais c'est aussi un élément qui est très bien documenté. Je sais qu'on a des collègues ici dans la salle qui sont des experts de cette question du genre en SST. Donc,
Oui, enjeu intersectoriel. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on sort un peu du e-waste ou du secteur des résidus en général. Quand on parle de travailleurs en situation de vulnérabilité, ça, c'est intersectoriel. On voit ça dans de nombreux secteurs et c'est pour ça que ça commande des mesures à différents niveaux, des mesures tant sur le plan politique, réglementation, etc., et interministériel aussi, pour réduire l'impact de ce phénomène-là. La vulnérabilité en SST est-elle uniforme ou attribuable à une seule cause? Bon, il pose la question, c'est y répondre. Hein, après avoir exploré les caractéristiques qui définissent la vulnérabilité des travailleurs en SST, il est essentiel de reconnaître que cette vulnérabilité n'est pas uniforme ni attribuable à une seule cause. Elle est souvent le résultat de multiples facteurs qui interagissent entre eux, créant ici créant des expériences spécifiques pour chaque individu ou groupe. Dans l'exemple que vous trouvez là, bon, ça peut vous paraître extrême, là, mais non, ça ne l'est pas. On peut voir le croisement de facteurs qui influencent non seulement l'exposition au risque, mais aussi l'accès aux ressources de prévention et aux droits, et on peut anticiper d'autres facteurs externes qui peuvent jouer sur la santé globale de cette travailleuse. La question du logement, la sécurité alimentaire, par exemple, le réseau social, l'isolement géographique, l'accès au système de santé. Est-ce que la travailleuse est couverte ou pas? La connaissance et le fonctionnement du système. Donc, c'est ce qu'on appelle la perspective intersectionnelle. Maintenant, on l'a dit tantôt, hein, la question des travailleurs vulnérables, c'est un cadre d'analyse. C'est un cadre d'analyse qui permet de comprendre comment les différentes dimensions de l'identité, toutes dimensions, genre, origine ethnique, situation de handicap, âge, position de classe, etc., s'entrecroisent pour produire des formes d'inégalité et de discrimination uniques. Je ne parlerai pas de l'origine du concept, là, c'est vraiment pas la place pour ça, mais le cadre nous permet aussi d'aborder, de penser les mécanismes de production et de reproduction des inégalités sociales de santé. Tout un modèle qui existe par rapport à ça. L'OMS en a adopté un en particulier. C'est pas nouveau. Hein, l'INSPQ aussi a publié beaucoup de matériel vraiment intéressant à ce sujet-là. Pour aller plus loin, dans la perspective du travail des travailleurs en situation de vulnérabilité, je vous invite aussi à regarder les travaux que Sabrina et moi avons coécrits. France aussi, je pense, était là-dessus. Oui, France aussi, la voix France, là, avec Diana Ceballos aux États-Unis sur le cumul de vulnérabilité. C'est un élément important à préciser, là, l'effet cumulatif qui amplifie beaucoup là, l'exposition au risque et ses conséquences. Et notre collègue du NIOSH, Mike Flynn, que certains d'entre vous avez connu l'an dernier au congrès d'IVOSH, hein, qui parle, lui, d'un changement de paradigme en SST pour mieux intégrer la compréhension des déterminants sociaux de la santé et pour promouvoir l'équité en santé. Et puis, donc, on parle ici d'intégrer les méthodes inclusives par le recrutement, par la collecte et l'analyse de données. Par le recrutement, ça veut dire ici ne pas se limiter aux travailleurs participants qui maîtrisent le français ou l'anglais, parce que du coup, ça nous aliène une partie importante de la force de travail qui en a long à dire sur ces conditions, mais qui n'a pas la possibilité de s'exprimer. Et puis, pour conclure, c'est plus pour ne pas conclure parce que le débat est loin d'être terminé. On a parlé de multi-exposition et de protection limitée, de réglementation et de soutien aux entreprises. Les travailleurs
Les travailleurs en situation de vulnérabilité, complexité qui est systémique, hein, c'est clair ici. Comprendre des enjeux qui exigent une vision écosystémique où les dimensions sociales, économiques et organisationnelles sont intégrées dans la réflexion, dans une réflexion commune, et qui commande des actions concertées. Et puis, en termes de perspective, c'est important de viser l'engagement des parties prenantes. Ici, c'est la mobilisation, mobiliser les acteurs du milieu, la collaboration et la mise en œuvre des mécanismes de protection des travailleurs. Ce n'est pas toujours évident de mobiliser les acteurs dans l'e-waste en particulier. C'est un enjeu, mais je pense qu'on peut y arriver. Renforcer les politiques de formation continue, même pour les travailleurs temporaires ou les travailleurs d'agence. C'est pas juste un enjeu dans le e-waste, hein, c'est un enjeu dans tous les secteurs, dans tous les milieux qui font appel à les travailleurs d'agence. Et puis ça, il faut qu'on se penche sur la question, c'est un gros enjeu. Réduire le roulement de personnel, revoir les conditions d'emploi, les politiques de recrutement pour favoriser la stabilité organisationnelle. C'est plus facile à dire qu'à faire, vous en conviendrez, mais il faut quand même qu'on aborde le problème de front. Et la mise en place de référents fixes dans les entreprises, développer des rôles de supervision spécifiques pour assurer un suivi individualisé, réduire les écarts entre travailleurs réguliers temporaires et reconnaître surtout cette charge de travail supplémentaire chez les travailleurs qui sont nommés pour assurer la formation des travailleurs. Et puis, voilà, on vous remercie en espérant que ce n'est pas trop indigeste là, après le dîner. On voulait vous servir un apéritif, là, mais bon, c'est pas un apéritif, un digestif, mais bon, c'est, voilà. Donc, merci. Merci.